Bonjour et bienvenue, c'est vendredi 14 h et au sommaire cette semaine, le poids des traditions ou de l'héritage transmis par nos ascendants. On en parle avec Jeanne Mascolo de Philippi et Bruno Vienne. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être des nôtres. Vous allez nous parler du documentaire consacré au maître bouddhiste Kalu Rinpoche. Il s'appelle L'enfance d'un maître. Ce documentaire, on va en parler. Vous êtes vous-même tous les deux documentaristes et membres de la Société des explorateurs français. On peut être l'un sans l'autre, hein, mais vous êtes les deux. Donc c'est très bien. On verra avec vous la difficulté de suivre une voie de sagesse et de don de soi. On en parle aussi des traditions avec Johan Cornu, producteur et distributeur, bonjour, du très beau Mon Père. Bienvenue chez nous. Bonjour. Un film péruvien qui est signé Alvaro Delgado Aparicio, avec un accent un peu approximatif. Bonjour. Alors. Merci d'être des nôtres. Et puis, on le verra aussi avec le film iranien La Permission, à propos de l'impossibilité pour les femmes iraniennes de quitter le territoire sans l'autorisation de leur mari, des maris dont il leur est aussi impossible de divorcer sans la permission de celui-ci. C'est le thème du film. Au sommaire également de notre émission, un entretien avec la journaliste Vanessa Schneider pour son livre « Tu t'appelais Maria Schneider » aux éditions Grasset. Un récit bouleversant de la vie de l'actrice Maria Schneider, tellement abîmée justement par l'existence et par un film, Le Dernier Tango à Paris, mais c'est aussi le récit de l'histoire d'une famille tout entière. On va débuter avec vous, Jeanne et Bruno, et le documentaire L'enfance d'un maître qui est consacré donc à Kalu Rinpoche. Donc cet enfant, désigné à l'âge de 2 ans, réincarnation d'un grand maître bouddhiste, dont la vie dès lors est entièrement consacrée à construire, à emprunter ce chemin de maître bouddhiste. Ça ne se passe pas sans difficulté pour lui. Hein. Oui. Oui, c'est ce que le film va raconter. Les difficultés, elles seront surtout, c'est des questions qu'il va se poser, bien sûr, dès l'adolescence. Et au moment où on a un moment de questionnement sur qu'est-ce qu'on va faire de sa vie, pourquoi on est là, sur Terre. Et lui, il a déjà un lourd passé. Oui, c'est déjà une vieille âme au moment où il se pose ces questions-là. On regarde la bande-annonce ensemble et on en parle ensuite, tous les trois. Previous Kalu Rinpoche, he said that, and right now I'm an old man, but when I come back, I will have a personality of the tiger. Il avait à peine 2 ans lorsque de grands maîtres bouddhistes annoncent à ses parents que leur enfant est un tulku, c'est-à-dire la réincarnation d'un maître vénéré, disparu depuis peu. À cet instant, son destin change. De l'enfant qu'il était dans l'Himalaya indien jusqu'au jeune homme qu'il est aujourd'hui, Kalu Rinpoche a fait un long et difficile chemin. I asked myself many times, am I really him? And then, what am I capable of? En 1992, lors d'une cérémonie au monastère de Sonada, le Dalai Lama a coupé la dernière mèche de cheveux qui reliait l'enfant au monde laïque. Giving your whole life, your experience, your time, your energy, your privacy. Kind of not normal for me. The real teacher will get involved with the people and change the society without making a big image about themselves. I start to awake and I start to shake things up. What is so unique about me? There's nothing special. Sometimes I get sick, sometimes I need break, and sometimes I need love. Alors, ce que montre le film, c'est un enfant et un adolescent écrasés un peu, hein, quand même, par la charge, et qui, au moment du passage à l'âge adulte, finalement, veut tout envoyer voler en éclats, qui refuse le rôle que d'autres ont choisi pour lui. Bruno ou Jeanne, Bruno, Vienne. C'est-à-dire qu'il ne le refuse pas vraiment, mais il y a un concours de circonstances qui lui donne à réfléchir. Notamment la mort de son père. La mort de son père, et puis un peu de Mm. maltraitance, des choses comme ça, lui font poser des questions et il a un moment de recul. Et c'est à ce moment-là
que l'on s'est dit qu'on allait peut-être arrêter le film. Mais est-ce que vous le suiviez depuis son enfance, voilà, en fait, depuis tout petit? Depuis tout petit. La première émission où Kalu Rinpoché a été connu dans les médias, c'était pour Faut pas rêver. Il avait 2 ans et il venait d'être intronisé par le Dalai Lama, comme reconnaissance de la réincarnation de son prédécesseur. Jeanne Mascolo de Filippi, on voit bien comment toute la famille, tout son entourage se met au service de ce destin-là. C'est-à-dire que c'est pas un être tout seul qui va construire ce destin, c'est tout un environnement. Une communauté. Oui, parce que dans le bouddhisme tibétain a cette particularité-là d'estimer que le savoir, en quelque sorte, et la philosophie bouddhiste se transmet de maître à disciple et se transmet oralement. Donc il y a une espèce de continuité comme cela, et ils ont mis au point un système de réincarnation qui est un système finalement de répercussion, de filiation, voilà, de maître à disciple, et où le maître précédent va être capable, puisque le seul but qu'on ait dans la vie, c'est de travailler sur le moment de la mort, qui est un passage. Et donc, les grands maîtres savent non seulement prévoir le moment presque où ils vont disparaître, mais aussi les circonstances dans lesquelles ils vont se réincarner, ou du moins continuer leur existence. Et en cela, cette tradition, voilà, cet enfant s'est retrouvé le fruit de cette tradition qui date du 15e ou du 16e siècle, mais il se trouve que quand on a rencontré l'enfant si jeune, nous, notre projet, dès le départ, ça a été de se dire, mais dans le monde d'aujourd'hui, dans le contexte actuel, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver? Et on a eu de cesse, Bruno comme moi, de se dire, on a peut-être l'occasion là d'essayer puisqu'on est très amis et qu'on travaille ensemble, de le suivre le plus longtemps possible. Il est en permanence dans le système, dans la représentation, dans cette recherche. Il est adulé par des milliers de personnes, mais à quel moment il a son enfance, à quel moment il joue, à quel moment il rêve? Oui, effectivement, on le voit dans le film, il est au pied d'une momie, qui est son autre lui-même, son autre corps, puisque la momie, le Kalu Rinpoché a été momifié au moment de sa mort, et sa référence, c'est un autre lui-même dont il doit s'imprégner, c'est-à-dire que finalement il n'a plus de personnalité propre. Et on lui dit toujours, l'ancien Kalu était un être extraordinaire. Donc il a cet exemple, et en même temps il est adulé par tout un tas de gens qui le prennent comme le maître en devenir. Et c'est une pression qu'il refuse à un moment. Il dit « Je ne suis pas celui qu'on dit, je ne suis pas un maître, je ne suis pas la réincarnation d'un grand maître ». Il sort du chemin à un moment, on le voit dans votre film. Il doute à un moment donné. Il doute, il va sortir volontairement du chemin parce que, comme Bruno l'a évoqué, il va avoir des obstacles qui vraiment vont lui faire prendre conscience qu'il faut qu'il aille s'initier à autre chose pour essayer de comparer, mais il va finalement faire le choix, vous allez le voir dans le film, de revenir à cette tradition qui lui a été imposée et que maintenant, à l'âge adulte, il est capable d'assumer. Mais ce qui est très intéressant et ce que l'on ne pouvait pas savoir et que l'on découvre au fur et à mesure, c'est qu'il veut le faire à sa façon et qu'il a l'intelligence de comprendre qu'il est le dépositaire d'une tradition qu'il a envie de faire évoluer vers le monde moderne, vers lequel le bouddhisme, d'ailleurs, puisque le Tibet a été, comme vous le savez, envahi par la Chine et que ces traditions-là disparaissent, leur seule chance, c'est de perdurer dans le monde occidental. Et lui veut bien être le passeur de cela, mais à sa manière. Alors, aujourd'hui, il en est où? Eh bien, aujourd'hui, il en est qu'il est l'exemple que beaucoup de jeunes moines, entre autres sur les réseaux sociaux, suivent, et parce qu'ils reconnaissent en lui le passeur d'une culture et d'un savoir, mais d'une manière beaucoup plus adaptée, on va dire, au monde occidental. L'enfance d'un maître au cinéma depuis le 21 novembre, mais allez le voir parce que ça vaut vraiment le détour. Autre forme de tradition moins pesante,
Quoique, le fait de devoir prendre la suite d'un père dont le talent était reconnu par tous, puis de devoir assumer la chute du dit père, c'est évidemment très difficile. C'est le sujet de Mon père. On est dans les montagnes péruviennes, dans un village modeste, ni en situation de grande misère, ni en situation non plus d'abondance. Et un père transmet à son fils l'art très exigeant du rétable. Alors regardez, le rétable, eh bien, on en a un ici, il est là. Et c'est cette chose magnifique qui est donc une tradition de cette région péruvienne. Celui-ci vient du village d'Ayacucho, au Pérou, qui est le sujet du film. On regarde la bande-annonce et on en parle avec le réalisateur et le producteur du film. Mzazachu, atinya kipone. Papai ko ampore sikita. Mais to kina tokunte. Yo kina ya yamkai. Khari yamkana eta. Imananta. Imanas kat manariran kichpai on yamka. Mon père, Álvaro Delgado Aparicio, bonjour, hello. Hello. Welcome. Thank you so much for the invitation. Thank you for being there. It's a movie about boundaries between a father and his son. Yes, for me it's a love story between a father and a son. And sometimes when you're growing up and you're searching for your own identity, relationships are complex and you want to become free, but dependence is stronger. And how do you manage both vibes? That's more or less the story that we wanted to tell. Entre les deux acteurs aussi, il y a beaucoup de tendresse. C'est quelque chose que vous avez travaillé avant de commencer à filmer. Please tell us, how did you do it? The one that plays a father, actually, he's a theater actor, very well known in Peru. And Segundo, that plays the boy, that actually is in every single scene of the movie. We casted like 750 children to find him. And it was amazing that when we found him, he really wanted to have the courage to do this film and portray this character. And what we had to do before actually started shooting, like 3 months before, we had to create a space of trust between the father, the son, and myself. So we went walking throughout the Andes, we went to their school, we would play football, we just talked about the world and the complexity. We talked a lot about the complexity between modernity and tradition and how complex that is, especially in this movie. But we wanted to form like a family between us, no? Before we started shooting. Alors, Johan Cornu, vous distribuez le film, ce film magnifique. Hein. Moi, j'ai adoré ce film, vraiment très, très, très beau. On est installé dès le début dans la beauté, dans la poésie, avec le premier plan du film, qui est ce plan où Segundo doit mémoriser, et c'est le rôle des fabricants de rétables, il doit mémoriser une scène et la raconter à son père par le menu pour pouvoir ensuite dessiner les personnages. Oui, tout à fait. On succombe très vite au film. Merci pour les mots que vous mettez sur le film, parce que c'est vrai que le métier de distributeur, c'est de partager des films, de les transmettre. Et c'est vrai que quand on tombe sur un film comme Mon père, c'est justement
C'est très proche de l'image du retable que vous avez ici. Parce qu'on a l'impression que c'est simple, élégant, mais plus on l'ouvre, plus on creuse et plus on voit des personnages qui sont... couches, en fait, différentes couches, des personnages voilà, qui paraissent joyeux d'un côté, mais dès qu'on s'approche, on voit qu'il y a plus de subtilité. Et le film voilà, est comme cette boîte à histoires, qui peut être vue un peu comme une boîte de Pandore, un petit peu, parce que plus on l'ouvre, plus des histoires surgissent. Et voilà, le film nous emmène loin, il nous emmène voilà, en haut des Andes au Pérou, mais il nous emmène aussi loin dans une réflexion psychologique. Et c'est vrai qu'on a l'impression de découvrir le milieu artisanal entre un maestro, un retablier qu'on appelle le maestro, et son fils qui doit prendre sa succession, jusqu'à ce que l'image du père tombe et que l'enfant se sente perdu dans cette boîte. Tout à fait. Et puis, il se met à faire ses propres boîtes. Alvaro, on parlait du poids de la tradition, le fait que la tradition puisse peser sur la vie de quelqu'un, mais on parlait plus d'héritage que de tradition. Yes, sometimes when, I don't know, when we start growing up, we start asking ourselves, like, what are the things that bothers us, that is us, and what comes behind us through inheritance. And we really do not know how to play with that. And I think that's a question that I think every single human being asks themselves when they are growing up and they're searching for their own identity. And I think that's part of the movie that we wanted to tell. Une partie du film, évidemment, porte sur le fait que eh bien, quelqu'un qui déroge aux règles et n'est pas accepté. Yes, of course. And especially in traditional and religious societies, conservative societies, that everything is much more closer. And you're bound to conform to certain expectations and behaviors. And I think that's an interesting question. Do you follow that? Or you follow your gut feeling and your love and you do something else? And that's, I think, it's a conflict that I think everybody grows up with. Et le réalisateur du film Mon père avait raison, Alvaro, de parler d'amour entre ce père et ce fils, parce que c'est vraiment ce qui reste jusqu'à la toute fin du film, c'est l'amour de ce fils pour son père et inversement. Thank you very much. Thank you for both inviting of you. me. Merci à tous les deux. Le film sort le 19 décembre. Et puis il y a encore question de tradition avec le très fort La Permission, un film féministe réalisé par un homme, l'Iranien Shoail Beraghi. On est à Téhéran. Et Afrouz est une star, elle est la capitaine de l'équipe de futsal, du foot féminin, tout simplement, au futsal peut-être. Elle s'est qualifiée pour un tournoi international asiatique. Problème, quand Afrouz se présente à la douane pour prendre l'avion avec ses copines, on lui apprend qu'elle n'a pas le droit de sortir du pays car son mari, dont elle est séparée, ne l'autorise pas à voyager. Regardez. تیم فوتسال بانوان ایران برای اولین بار رسیده به فینال بازی‌های آسیایی. من کاپیتانشونم. یاسر شاه حسینی درسته اسم همسرتون؟ بله. ممنون خروج کردن شما رو. مرد میتونه زن رو بدون هیچ دلیلی ممنوع خروج بکنه. اینو دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد قانونی. ببوسه بذاره کنار این فوتبالو بس دیگه هرچی بازی کرد. من اون تیم کردم. من از رو زندگیم رد شدم که اون تیم بره بالا. بابا درباز نمیکنم. آقای شاه حسینی گفتن درباز نکن. اگه شما ما درباز نکن من درباز نمیکنم. دست من نیست. بهم گفتن صداشو در نیار ما حلش میکنیم ولی هیچ کسی هیچ کاری نکرد. نه فدراسیون نه تیم نه دوست نه آشنا. دم همه گرم. ببین اصلا فضا شده ضد مرد عجیب. کمپین من هم افروز هستم نه به یاسر افروز را تنها نگذاریم. تعداد کمپینا به طرز عجیبی داره میره بالا. جون. لوسه کی بودی تو؟ الان من چیکار کنم؟ 4 روز فقط وقت دارم. Et Baran Kossari, qui incarne donc Afrouz, actrice donc, qui incarne le rôle principal, dit des féministes comme Afrouz, il y en a plein en Iran. Nous nous battons chaque jour de maintes façons. Jeanne Mascolo de Philippi, vous avez vu quelques images, Bruno, un film que vous avez envie de voir? Oui, bien sûr. Oui, tout de suite. On a déjà vu plusieurs documentaires sur le combat des femmes en Iran et c'est vraiment formidable ce qu'elles font.
Alors, Johan, vous l'avez vu, le film. Oui, moi, je l'ai Et vous l'avez aimé? C'est très intéressant, parce que c'est un film qui a eu beaucoup de répercussions, je crois, en Iran, notamment par rapport à... Une histoire vraie. Voilà, ça vient d'une histoire vraie. Le film est sorti en Iran et a déclenché, je crois, beaucoup d'histoires par rapport à cette réalité, justement, de cette femme qui ne peut pas suivre son équipe à cause de son mari qui n'a pas signé l'autorisation. Donc oui, il y a quelque chose de très fort. Et c'est une situation... dit, c'est ce que montre le film, et dit aussi le réalisateur, qui concerne des centaines de sportives, d'artistes qui ne peuvent pas quitter le pays sans l'accord de leur mari, et parce qu'elles sont mariées et qui ne peuvent pas non plus divorcer de leur mari. Donc elles sont de toute façon obligées d'en passer par lui. La phrase du film, s'il faut en retenir une, dit oui à tout ce qu'il veut. Minaude, fais-le se sentir un homme qui t'a puni, tu as besoin de lui, sois stratège, donne-lui ce que les hommes veulent. C'est le conseil qui est donné à Afrouz, qui ne le suivra pas, ce conseil. En tout cas, pas complètement. Merci à tous, merci à tous les quatre. Thank you very much. Thank you so much for having me. Voilà, et on va accueillir Vanessa Schneider, journaliste, écrivaine, qu'on reçoit pour son livre « Tu t'appelais Maria Schneider » aux éditions Grasset, où elle parle de la vie de cette actrice. Vanessa Schneider est notre invitée pour la deuxième partie de cette émission. Bonjour Vanessa. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir pour ce livre « Tu t'appelais Maria Schneider » aux éditions Grasset. C'est le titre de ce récit. C'est un récit, c'est un dialogue, c'est une lettre d'amour, c'est un peu tout ça à la fois. Vous nous parlez de l'actrice Maria Schneider. Mais moi, je me suis dit, en lisant le livre, qu'il pourrait presque s'appeler « Tu t'appelais Maria Schneider et tu n'étais pas que l'actrice du dernier tango à Paris ». Oui, non, c'était l'idée. Ce livre, il a une préhistoire, en fait, avant, puisque donc Maria, qui était ma cousine, m'avait demandé, il y a plus d'une quinzaine d'années, de l'aider à écrire sa vie, puisqu'elle prenait des notes, mais elle n'arrivait pas vraiment à les mettre en forme. Et donc l'idée était d'utiliser mon métier de journaliste et d'utiliser ma plume pour écrire avec elle. On avait à ce moment-là signé un contrat, et puis elle avait reculé parce que c'était trop difficile. Il y avait des moments de sa vie qui étaient trop difficiles, sur lesquels elle voulait pas se pencher, et on avait abandonné le projet. Et du coup, l'idée est toujours restée. Je me suis dit, un jour, j'écrirai sur elle, pas une biographie, parce que je pense pas que ça... En tout cas, moi, ça m'intéressait assez peu, mais pour raconter, en effet... la femme qu'elle était en dehors de ce film, et la femme et l'actrice qu'elle avait été, parce que elle était très angoissée de ça, de ne laisser derrière elle qu'une seule image d'une seule scène, d'un seul film, et ce qui s'est malheureusement produit. Elle a été ramenée toute sa vie à ça, et elle n'a pas pu s'en échapper. Et donc, il y avait en effet cette envie de la montrer autrement. Et très vite, il s'est passé autre chose, c'est que j'ai voulu aussi raconter... je pense que je parle de toute une famille, et je pense que je parle peut-être presque d'ailleurs autant de moi que d'elle, et de comment on se construit quand on est une petite fille, puisqu'on avait 17 ans d'écart, avec une figure de femme comme ça, à la fois très forte, très charismatique, très belle, et en même temps très brisée. Donc comment on se construit en tant que petite fille et en tant que femme plus tard. Oui, c'est l'histoire de Maria Schneider, c'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire d'une époque aussi, on va y revenir. Mais là, vous disiez à l'instant, voilà, on avait décidé d'utiliser mon travail de journaliste pour pouvoir écrire, mais c'est bien plus que ça, parce qu'il y avait une relation très forte entre vous et beaucoup d'admiration de votre part. Je pense à cette pochette que vous gardiez, où vous découpiez des coupures de presse et tout ce qui pouvait vous parler d'elle, en fait. Oui, il y avait une fascination, évidemment, pas que chez d'autres membres de ma famille aussi, parce que c'était vraiment une personnalité très forte, très incandescente, qui, dès qu'elle était dans une pièce... et j'ai beaucoup de témoignages maintenant de gens qui l'ont rencontrée dans des circonstances diverses dans sa vie, et même qui l'ont connue toute petite, et qui parlent déjà de ce qu'elle dégageait. Et je pense que c'est pas par hasard qu'elle a été choisie aussi par des réalisateurs comme Antonioni, comme Bertolucci, des réalisateurs de grands réalisateurs, néanmoins, pour le cas de
Bertolucci. Donc il y avait, oui, pour la petite fille que j'étais, une fascination aussi certainement pour la vedette, puisque elle était très, très connue suite au film, pour la femme tourbillonnante qu'elle était, et en même temps un mélange de peur aussi, parce que j'ai senti très tôt, et en particulier avec les manifestations très violentes de la drogue, dont j'étais témoin enfant, j'ai vu aussi toute une face noire, donc c'était un sentiment assez ambivalent. Mais finalement, plus résistante qu'on ne pourrait l'imaginer. Oui, oui, moi je me bats contre. Souvent on me dit est-ce que c'est une victime? Non, moi j'ai pas envie de la voir comme une victime, parce que d'abord elle a toujours, il y a eu ce tournage très violent qu'elle a subi, où on lui a pas expliqué ce qui allait se passer, une scène qui n'était pas prévue au scénario, mais elle a toujours dit après et dénoncé les choses. Alors c'est vrai que c'était pas audible à l'époque. Mais ça, c'était très frappant quand j'ai retrouvé des interviews d'elle où elle était quand même très jeune, puisque la sortie du film, elle avait 19 ans, mais dès l'âge de 22, 23 ans, elle a un discours qui est très moderne sur les femmes, sur la place des femmes, sur la place des femmes dans le cinéma, où à l'époque, le monde est complètement dominé par les hommes, sur cette violence masculine. Et puis, c'était une femme qui était très déterminée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a décidé... elle voulait plus se dévêtir, elle n'a jamais dérogé à cette règle, elle a dit je ne tournerai plus jamais nue, quitte évidemment à laisser passer des rôles et des opportunités. Donc c'était aussi un sacré caractère. Mais ce qui peut être, et elle a vaincu la drogue, ce qui est aussi un signe de grande force, absolument, de grande détermination. Ce qui peut peut-être frapper, décevoir... décontenancé, c'est de se dire que quand on voit tout ce qu'elle a pu dire à propos de ce film Dernier Tango à Paris qui lui a valu tant de malheur, et puis le viol qu'elle a subi pendant le tournage du film, et ce qu'elle dit effectivement de la pression des hommes sur ce milieu-là, c'était il y a plus de 40 ans, et on a l'impression que les choses ont changé, mais pas tant que ça, finalement, quand on voit l'actualité de ces derniers mois. Oui, alors elle n'a pas été là elle a disparu en 2011, elle n'a pas été là pour voir ce mouvement MeToo et qui a provoqué, en fait, les excuses tardives, 40 ans après, de Bertolucci, qui ne s'était jamais excusé jusque-là. Oui, les choses avaient peu bougé, et c'est en effet très frappant quand on se plonge un peu dans les archives de l'époque, où à la fois on sent un certain malaise, c'est-à-dire qu'il y a quand même toute une partie des spectateurs qui se sont interrogés, qui ressentent un malaise, qui voient qu'il y a quelque chose de pas très sain. Il y a ce film documentaire de Delphine Seyrig qui s'appelle « Sois belle et tais-toi », où elle fait donc un film très militant pour l'époque, où elle interviewe une vingtaine de femmes, actrices et réalisatrices, dans lequel Maria s'exprime. Donc il y a quand même des choses qui sont dites, mais en effet avec une résonance extrêmement limitée. Son destin, c'est un peu, je le disais, c'est un peu celui d'une époque, parce que vous racontez aussi l'époque. Voilà, les années 70, les années 60-70, l'après-guerre, et puis la folie des nuits parisiennes, etc. C'est un livre sur la révolution sexuelle, sur une famille dans laquelle, dites-vous, rien n'est épargné aux enfants, surtout pas ce qui devrait leur être épargné, justement. Et vous avez cette très belle phrase, vous dites, mais finalement, Maria s'est sacrifiée pour nous les filles de cette famille. Oui, un peu dysfonctionnelle quand même. Oui, il y avait quelque chose de cet ordre-là, c'est que c'est... En effet, il y a le Dernier Tango, et c'est un moment fondateur dans sa vie, un point de bascule. Mais elle était déjà bien cabossée. Elle avait déjà, même à 19 ans, une histoire avec un père absent, donc Daniel Gélin, qui ne l'avait pas reconnu. Parce que la loi l'empêchait de la reconnaître. La loi l'empêchait, et puis la mère de Maria l'avait aussi tenue à l'écart. Lui, il était marié avec Daniel Delorme à l'époque, donc il ne pouvait pas reconnaître un enfant hors mariage. Mais c'est vrai qu'elle l'a rencontré très tardivement, une mère très peu aimante. Et puis on a cette famille où les femmes ont quand même eu, ont
beaucoup souffert. Donc notre grand-mère commune qui a été mariée de force à 15 ans, qui a eu des enfants avec des hommes différents, qui a sombré dans l'alcool. 15 ans, c'est l'âge auquel on marie les femmes dans cette famille. Oui, parce que la mère de Maria a eu aussi son premier enfant à 15 ans. Donc oui, c'est cette espèce d'âge entre l'enfance et où beaucoup de femmes de cette famille ont été propulsées de façon assez violente dans l'âge adulte. Donc quelque part, c'est dans ce que j'appelle cette famille de fous, avec de la tendresse aussi, et des guillemets et de la tendresse, parce que je pense qu'il y a beaucoup de familles de fous, même si la mienne est toutes les familles sont un peu folles, voilà. Mais c'était comme un symptôme, en fait. Voilà. C'était celle, on avait tous conscience que c'était celle qui avait pris le plus cher. Ouais. Et vous dites à propos de cette... Alors, il y a des pages sublimées à propos de la famille, justement, parce que c'est pas qu'un livre sur Maria Schneider, et encore moins un livre que sur Le Dernier Tango, ce qu'on disait. Vous dites le dérèglement de la famille semblait ne pas avoir de fin, passant de génération en génération sans aucun répit, se transmettant malgré la mort des plus âgés aux plus jeunes, brisés à leur tour, s'étendant aux conjoints, à tous ceux qui avaient la naïveté ou l'inconséquence de se rapprocher de nous. Oui, il y avait... Il y a quand même des rescapés ou pas? Non, mais c'est vrai que c'est une famille où on se suicide beaucoup, où il y a beaucoup d'alcool, de drogue, de malheur, de morts précoces. Donc avec moi, je ne sais pas trop si je crois au destin ou à la fatalité, mais il y avait quand même quelque chose de cet ordre-là, de grandir dans cette famille-là en se disant... Ouf, j'espère que je vais passer entre les gouttes, quoi, parce que c'est... Voilà, il y avait... Oui, c'est ça que je voulais aussi faire un livre sur la transmission. Et la transmission, elle est de tout ordre. Il y a des choses qui sont... Qu'est-ce qu'on fait des souffrances familiales, comment on les dépasse, comment on grandit avec et comment on se construit. Eh bien, c'est très réussi. Merci, Vanessa. Merci beaucoup. Vanessa Schneider. Tu t'appelais Maria Schneider aux éditions Grasset. On parlait pendant toute cette émission de transmission et d'héritage, et c'est aussi le sujet de ce livre. Merci beaucoup, Vanessa. C'est fini pour aujourd'hui. Vendredi, 14h, à voir toute la semaine sur cinéma.com. On se retrouve pour une nouvelle émission vendredi prochain. D'ici là, bon film au pluriel sur notre plateforme. Merci.